Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Barouin, bonsoir. Monsieur Barouin, au nom de l'association Forum, dont je suis membre, et du public ici présent, j'aimerais d'abord commencer par vous remercier de l'honneur et du plaisir que vous faites en étant présent parmi nous ce soir. Peu soupçonnent en effet la difficulté qu'a été celle de vous avoir parmi nous à étudier aujourd'hui, et c'est pris d'une émotion certaine que j'ai une pensée pour mes aînés de l'association qui avaient tant travaillé à votre venue. Et pour cause, vous n'avez pas grand-chose à voir avec cette région. Vous, c'est davantage Paris et Troyes. D'abord Paris. Vous y naissez, fils de Michel Barouin, homme d'affaires, haut fonctionnaire et grand maître du Grand Orient de France. Et vous y étudiez également à Assas, à l'Institut supérieur de gestion, pour obtenir différents diplômes. Donc on retiendra un diplôme d'études supérieures en sciences de l'information et un autre en défense. À Paris, vous commencerez ensuite à travailler, avant même votre future carrière politique. Vous êtes d'abord journaliste au sein d'Europe 1, de 1988 à 1992, puis vous serez avocat. Suite à des événements familiaux, votre jeunesse semble vite écourtée. Un vieux dans la peau d'un jeune, diront certains, mais surtout, un jeune parmi les vieux. En effet, conseiller et pris en charge par Jacques Chirac, avec lequel vous nouez une relation très forte et dont vous intégrez rapidement le cercle des intimes, vous démarrez très jeune en politique. En 1993, vous êtes en effet le plus jeune député à l'Assemblée nationale, à seulement 28 ans, en tant que représentant de la circonscription de l'Aube. Votre relation forte avec Jacques Chirac fait de vous le porte-parole naturel que vous avez été pour lui en 1995, lors de sa campagne. Cela vous mènera d'ailleurs au poste de secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement Juppé, alors que vous n'étiez âgé que de 29 ans. Rien ne semble vous arrêter, M. Barouin, absolument rien, et vous enchaînez ainsi 2 postes ministériels lors de la présidence Chirac, en tant que ministre de l'Outre-mer, mais surtout ministre de l'Intérieur en 2007, remplaçant un certain Nicolas Sarkozy, démissionnaire, qui veut se consacrer à sa campagne présidentielle. Mais l'année de la rupture, pour vous, M. Barouin, est véritablement en 2011. Cette année-là, vous surprenez et choquez certains par votre rapprochement avec M. Nicolas Sarkozy. À ce dernier, vous reprochez pourtant tant de choses. La droitisation de l'UMP, sous l'impulsion de son conseiller Patrick Buisson, trop conservateur, le débat sur l'identité nationale, que vous jugez trop avantageux au FN, ou même encore l'ouverture à gauche sur certains sujets. Pourtant, c'est bien sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy que vous accédez à 2 postes majeurs, 2 des postes indéniablement des plus importants de votre carrière, celui du ministre du Budget, puis celui du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, vous vous consacrez davantage à vos fonctions de maire de Troyes, de sénateur de l'Aube, et plus récemment, sorte de consécration de vos 20 ans de maire, de président de la puissante Association des maires de France. Et bien qu'on vous entende vous prononcer ici et là sur quelques questions clés, à l'image de celles des migrants en Europe et en France, vous demeurez globalement reculé de la scène médiatique. Mais qu'importe, surexposition médiatique n'a jamais rimé avec qualité politique. Et ce soir, nous savons que nous avons la chance de recevoir une figure importante du paysage politique français. Une figure dont la jeunesse, l'ambition et la réussite sont autant d'éléments qui font écho à ce que toute personne ici présente aspire. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour monsieur, merci Alain pour cette introduction et merci à vous monsieur d'être présent avec nous ce soir. Nous évoquerons successivement au cours de ce dialogue des questions d'ordre économique, puis nous nous focaliserons sur nos collectivités locales pour lesquelles vous jouez un grand rôle. Alain nous a introduit à votre parcours et cela nous amène d'abord à vous poser une première question. Vous avez débuté très tôt en politique. En 2012, vous étiez sous les feux des projecteurs. Votre jeunesse, vos idées faisaient de vous les espoirs, un des espoirs du renouveau de la droite. Aujourd'hui, vous êtes plus en retrait. Pourquoi ce choix? Pourquoi le Sénat? Une opportunité? Une stratégie à long terme? D'abord, merci pour votre invitation. Je suis évidemment très heureux d'être ici à l'EM Lyon. Je dois aux aînés de l'an dernier des excuses, puisque je devais participer effectivement à une conférence, et je m'en excuse auprès d'eux, mais j'avais pris quelques jours de vacances au ski, j'avais aussi à faire 5 minutes, et puis un type m'a fracassé l'épaule, et du coup,
Je suis resté en bandoulière pendant 3 mois, je n'ai pas pu assister, donc j'avais un double engagement vis-à-vis de l'EM Lyon, venir et m'excuser, et saluer la directrice du programme Grande École et quelques personnalités qui sont chères à mon cœur dans cette salle. Donc ça me fait très plaisir d'être à vos côtés. Alors, le recul par rapport à 2012, en réalité, on n'a pas vu le pouvoir. Et effectivement, j'ai exercé les responsabilités au budget, et porte-parole du gouvernement en même temps, plus l'économie et les finances dans une période où la France présidait le G20 et on a eu des crises à gérer qui étaient très difficiles, notamment la problématique de la question grecque et tous ces sujets-là, c'était une très grande intensité. Puis la campagne présidentielle, les Français ont tranché, ils ont choisi un autre président de la République, un autre pouvoir. Et vous avez dit ma proximité avec Jacques Chirac, j'ai retenu de lui le respect de vos fonctions et nous ne sommes que des serviteurs de l'État lorsque nous sommes membres du gouvernement. Et je pense qu'il y a un temps pour exercer les responsabilités, puis il y a un temps pour laisser un nouveau pouvoir se mettre en place et être jugé lui-même par des Français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré consacrer une partie de mon énergie non pas à commencer à compter mes points retraite dans la Haute Assemblée au Sénat, mais à assurer plutôt une cohérence d'un parcours et de missions qui m'intéressent, qui est de mettre au service de l'Association des maires de France, que j'ai l'honneur de présider, plus de 20 ans d'expérience de maire de Troyes, dans un contexte difficile. Il y avait une cohérence à être sénateur, qui est la chambre représentant les collectivités territoriales et l'Association des maires de France. Donc c'est une discrétion toute relative, c'est un effacement médiatique certes, mais moi, je considère qu'il faut parler à BFM, télé, sur les réseaux sociaux, Twitter, quand on a des trucs à dire. J'en ai pas toujours, on a des combats, et lorsqu'on a des choses à dire au titre des maires de France, je le dis. Maintenant, rassurez-vous ou inquiétez-vous, la période qui va nous rapprocher de la présidentielle m'amènera certainement à prendre un peu plus la parole après le congrès des maires de France fin mai. Justement, par rapport à cela, depuis octobre 2015, plusieurs sources annoncent votre soutien pour Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2017. On pouvait vous penser proche d'Alain Juppé, donc pourquoi le choix de Nicolas Sarkozy? Alors comme je sais qu'on est en ligne sur Twitter, parce que j'ai vu pas mal de choses et j'ai l'impression que ça tapote puisque je vois des ordinateurs allumés, je vais vous faire une bonne langue de bois que vous allez utiliser avec les propos que vous souhaitez. Moi je ne prendrai pas d'engagement, je n'ai pas pris d'engagement public pour la perspective de la primaire, d'abord parce que je n'ai pas encore dit quel sera mon choix personnel sur mes engagements ou mes intentions personnelles, et je n'ai naturellement pas dit donc quelles sont mes intentions éventuellement d'accompagnement de telle ou telle candidature. Mais je suis à la tête d'une association qui représente toutes les sensibilités politiques. Il y a la parité dans nos instances. Le premier vice-président est un ancien ministre, François Mitterrand, membre du bureau politique du Parti socialiste. Nous avons un débat très fort avec l'État. Nous avons un congrès qui a été reporté pour les causes d'attentats du Bataclan à la fin du mois de mai. Donc je m'abstiens de participer à ce débat national, ou en tout cas à ce débat interne de ma formation politique d'ici la fin de ce congrès, c'est-à-dire au 2 juin. Donc on pourra commencer à en reparler autour du 3 juin si vous le souhaitez, mais d'ici là je ne prendrai pas de position. Mais au-delà de cette période électorale, si en 2017 un gouvernement de droite vous appelle à prendre des responsabilités, les prendrez-vous au détriment ou non de votre poste de sénateur, et que pensez-vous Non, c'est très difficile de faire des projections. Enfin, vous le verrez dans l'exercice de vos responsabilités, vous allez être remarquablement formé dans cette école et vous aurez des projets, à court terme, à 6 mois, vous aurez des projets à moyen terme, à 3 ans, et puis vous aurez des projets à long terme, vous direz tiens voilà la carrière que j'ai envie de faire. Peut-être que vous y parviendrez, en politique c'est objectivement très difficile, parce que d'abord votre sort dépend de quelque chose qui ne vous appartient pas, qui est le choix démocratique et le choix des Français. Et avant d'imaginer telle ou telle responsabilité, il faut d'abord que la respiration démocratique qui permet au peuple français de se mobiliser l'année prochaine s'exprime. En revanche, si la question est est-ce que je souhaite l'alternance politique, il n'apprendra à personne que oui, je la souhaite. Est-ce qu'il faut profiter de cette campagne présidentielle pour être sincère dans le débat auprès des Français pour mener les réformes derrière? La réponse est oui également. Ensuite, on verra bien qui sera choisi et sous quelle forme les uns les autres pourront apporter leur contribution au projet de réforme français. Et pour conclure sur cette partie, pourquoi ne pas avoir votre présence dans cette campagne pour la présidence des Républicains et éventuellement... Bon, d'abord, l'histoire n'est pas complètement terminée, il peut se passer tellement de choses. Un an de la présidentielle, si vous voulez, c'est une éternité. Ça, c'est pour faire maintenir le suspense et vous aurez comme ça quelques réponses. Je vais développer des photos
collective, donc, sur tous ces sujets. Il faut encore, moi, vous l'avez dit, je suis rentré très jeune en politique, j'étais à l'Assemblée à 27 ans et au gouvernement la première fois à 29. Je pense que je n'ai pas le même rapport au temps nécessaire qu'une bonne partie des gens de ma génération. Ensuite, je ne suis plus tout à fait si jeune. 51 ans, voilà, c'est pas tout à fait le crépuscule de l'existence politique, mais c'est pas non plus tout à fait le blé en herbe. Donc c'est un entre-deux qui m'amène à avoir la liberté de choisir là où j'ai envie de dépenser de l'énergie. Et je suis très heureux et très fier, objectivement, dans ce temps d'opposition nationale, de consacrer une forme d'énergie et une forme d'expérience, en tout cas je l'espère, une forme d'utilité publique, à la tête de l'Association des maires de France. C'est notre territoire, ce sont des combats magnifiques. Les élus de proximité mènent des politiques qui sont absolument essentielles au quotidien des gens. Et de mon point de vue, il n'y a rien de plus formateur, et c'est peut-être la seule vraie grande école politique, que d'être à la tête d'une commune, quelle que soit la taille de cette commune. Donc, franchement, je prends beaucoup de plaisir. Et si d'aventure c'était le statu quo, je serais très très heureux et très fier de pouvoir poursuivre ce combat à la tête des maires de France. Dans les coulisses de Bercy de juin 2011 à mai 2012, ministère des plus prestigieux mais aussi des plus périlleux, vous étiez à la barre au plus fort de la tempête économique. Sommets internationaux, cellules de crise sur la Grèce ou l'euro, relations avec Nicolas Sarkozy, état du couple franco-allemand, vous avez vécu tous ces événements au plus près. Donc nous allons aborder la partie dite économique de cette conférence, avec un sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, qui est la réforme du Code du travail. Donc c'est une réforme qui est très clivante. Nous souhaiterions avoir votre ressenti sur cette réforme, avec des points, en particulier sur la facilité de licenciement économique pour les entreprises, ou encore la modification du paiement des heures supplémentaires, et justement la hausse du temps de travail hebdomadaire, même si on pourra voir que c'est pas si clair que ça. Alors, sur la loi El Khomri, alors si j'ai bien compris, elle est décalée de 15 jours dans le temps, tout simplement parce que vous dites qu'elle est très clivante. En réalité, elle est très clivante, mais entre le front de gauche et une partie du Parti Socialiste, et une partie de la direction du bureau politique du Parti Socialiste, peut-être même à l'intérieur du gouvernement, et peut-être même entre le Premier ministre et le Président de la République. En réalité, elle est beaucoup moins clivante chez nous. Pourquoi ? Parce que ce texte est une forme de constat d'évidence d'un élément de blocage de la société française sur l'incapacité que l'on a imposée aux entreprises d'avoir la facilité d'embauche, y compris dans des périodes de crise structurelle. Alors si on prend les points dans l'ordre de manière très, très rapide, le premier point sur le temps hebdomadaire, notamment sur les 35 heures. Disons les choses, quand Martine Aubry, maire de Lille, respectable, et que je respecte en sa qualité de maire, mais que j'ai combattu à l'époque lorsqu'elle était ministre du Travail et qu'elle avait porté ce texte, c'est le dogme qui a amené le gouvernement de l'époque à vouloir imposer dans le cadre législatif pour tout le monde et en même temps le même temps de travail hebdomadaire. Comme si on travaillait dans une multinationale, comme dans une petite moyenne entreprise ou une TPE, comme si on travaillait dans les services et dans l'industrie de la même façon, comme si on travaillait dans l'agriculture d'une grande exploitation de 1200 hectares comparée à une petite exploitation agricole d'élevage à qui on a imposé un certain nombre de contraintes. Bref, le fait de vouloir, au nom de la loi, fixer un cadre général, c'est un élément dogmatique. Je ne doute pas une seconde qu'à l'époque, Mme Aubry, M. Jospin voulaient avoir leur petite statuette au côté de M. Blum pour franchir le XXIe siècle au titre de l'avantage des acquis sociaux. Ça a été un désastre pour le pays. Ça a été un désastre dans la fonction publique, ça a été un désastre dans les hôpitaux, ça a été un désastre dans les entreprises. Les grandes entreprises ont mis une dizaine d'années globalement pour absorber le choc économique que ça a représenté, et même les entreprises dans le domaine libéral, même des cabinets d'avocats, des cabinets d'architectes qui ont été amenés à se mettre dans la situation des 35 heures, se sont retrouvés en face, y compris de jeunes, qui psychologiquement avaient modifié leur regard et leur approche par rapport à la dimension travail dans l'entreprise. Les jeunes qui sortaient des grandes écoles à l'époque, la vôtre ou d'autres, étaient déjà formatés dans leur première négociation pour savoir combien de jours de RTT ou de récupération ils allaient pouvoir négocier à l'issue du premier ou du deuxième contrat de travail, ce qui montrait bien que psychologiquement on était allé vers une société qui faisait de la valeur travail une référence à la baisse et non pas une référence à la hausse.
Or, c'est un constat d'évidence que pour créer de la richesse, pour développer de l'activité, pour produire de l'investissement, pour créer de l'emploi, il faut travailler probablement plus dans la semaine, il faut travailler aussi plus longtemps, au regard de l'avancée au compteur de la vie et de la qualité de cette avancée qui fait que naturellement, la retraite à 62 ans est un sujet d'égale intensité à traiter en termes de réforme que la problématique des 35 heures. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Le constat a été posé, et vous pourriez me poser la question, mais pourquoi dans ce cas-là, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé en 2007, il n'a pas modifié les 35 heures. Ces 35 heures sont vécues comme un acquis social, et sur lesquels beaucoup d'organisations syndicales, on le voit d'ailleurs avec la mobilisation actuelle et la pétition en ligne, se crispent. Ils ont probablement tort, car je pense que discuter au niveau des entreprises, au niveau des branches, de manière souple, organiser des consultations référendaires à l'échelle des entreprises qui peuvent éventuellement s'imposer à la loi, et c'est peut-être là la modification copernicienne profonde de ce texte, c'est-à-dire une inversion des normes et des valeurs par rapport à l'application du cadre général, le contrat va primer sur le cadre légal, c'est ça qui va compter. Et c'est peut-être vers l'efficacité qu'on doit probablement juger l'évolution d'un texte. En tout cas, on ne l'a pas fait, on a choisi un chemin de crête ou un sentier de traverse avec une défiscalisation des heures supplémentaires au-delà des 35 heures. Ça a eu des vertus, ça a permis à 9 millions de personnes de toucher en moyenne entre 50 et 80 euros par mois en net. Et lorsque ça a été supprimé par l'actuel gouvernement, ça a eu un effet de double peine pour les salariés, puisqu'ils ont eu moins 50, moins 80 euros, plus la fiscalité supplémentaire. Donc de toute façon, à droite ou à gauche, je pense qu'il y a un constat d'évidence, les 35 heures ont été un blocage. Ce texte, s'il permet d'avancer vers une plus grande flexibilité, ira dans la bonne direction. Et pour ma part, je n'aurai pas d'interrogation éventuellement à accompagner des mesures de cette nature. Ensuite, dans les éléments du texte, il y a évidemment les indemnités de départ. Je pense que ce sont des éléments de souplesse supplémentaires. Et je pense qu'au final, l'architecture globale est une architecture qui va faire un mix entre un peu plus de flexibilité, sans altérer en profondeur la sécurité qu'on doit évidemment aux travailleurs ou aux salariés. On est dans un état de droit. Les conseils prud'homales, les chambres sociales des cours de casse produisent beaucoup de droits protecteurs pour les salariés. Donc je ne pense pas que ce soit un affaiblissement trop important, mais je pense que c'est un élément de flexibilité supplémentaire. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce que nous ferions si nous étions aux affaires, mais en tout cas, si ce texte est voté, s'il est voté grâce à nous, il sera utile au pays, il sera utile économiquement. Mais je ne veux pas, par mes propos, gêner l'actuel gouvernement dans sa discussion avec son actuelle majorité et le parti de la rue Solferino, qui est censé guider la ligne de l'accompagnement de la politique portée par le président de la République. Finalement, vous annoncez un petit peu des mesures favorables à la droite par un gouvernement de gauche. Oui, mais une fois encore, ce qui compte, c'est ce qui marche. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai dit ou qui l'ai porté en bordoulière comme un discours politique, c'est Tony Blair, qui était plutôt d'inspiration socialiste et qui a été à la tête du gouvernement. On voit bien le blocage qu'il y a dans notre pays. Ce sont des blocages qui sont liés au coût du travail, ce sont des blocages qui sont liés au temps de travail, ce sont des blocages qui sont liés à des réformes de structure qui n'ont pas été menées jusqu'à leur terme. Ce sont des blocages qui sont liés également à une structure de dette très élevée, trop élevée pour un pays comme le nôtre, qui nécessite une coordination globale, qui vise à faire des réformes de structure, à baisser nos déficits, c'est-à-dire la production de dette, et à baisser notre dette dans une tendancielle sur 10 ans ou sur 15 ans, et qui nécessite d'appréhender tout ça en même temps. Au fond, il y a 2 temps dans ce mandat de François Hollande. Le premier temps a été méthodiquement et méticuleusement, avec quand même beaucoup d'amateurisme et un caractère assez brouillon de la copie qui a été présentée, défaire tout ce que nous avions fait en l'espace de très peu de temps. Je prendrai 2 exemples très simples. Le premier sur la réforme que j'avais eu l'honneur de porter comme ministre du Budget, qui portait la baisse des taux de l'ISF et la suppression du bouclier fiscal. Il a été supprimé dès le collectif budgétaire du mois de juillet 2012. Et enfin, le deuxième point qui a été la suppression de la TVA sociale, que nous avions fait voter, qui était une contribution de la France, un engagement de la France au niveau du G20 pour soutenir l'activité économique mondiale, et même collectif budgétaire au mois de juillet 2012, qui a effacé la TVA sociale et qui est rétabli en 18 mois, d'une part le crédit impôt compétitivité emploi à la suite du rapport Gallois, et deuxièmement, 18 mois plus tard, l'augmentation de la fiscalité sur la TVA, qui fait qu'on a perdu du temps, et perdu l'efficacité, et le tout dans une tuyauterie et une usine à gaz, qui fait que même les entreprises, 3 ans après la mise en place de ce CICE, ont du mal à lire précisément l'impact et l'efficacité de ce dispositif d'allègement du coût des charges. Donc, moi je ne dis pas, s'il y a des
constat de lucidité de la part d'un gouvernement sur tel ou tel point et peut lever des blocages. Franchement, ce qui est bon à prendre pour le pays, si ça sert l'intérêt général du pays, il faut le faire. La difficulté, c'est de savoir s'il y a une majorité aujourd'hui au Parlement pour soutenir la politique du gouvernement, car j'ai le sentiment que le Premier ministre est assez isolé dans son positionnement dit social-libéral, qui est en réalité un positionnement juste contraint par les événements d'une coordination à l'échelle européenne, où au fond, ce gouvernement gère beaucoup de figures imposées par Bruxelles. La situation des collectivités locales, on y viendra, est une figure imposée par Bruxelles. La loi dite Macron, qui est en réalité une loi Montebourg, puisque c'était Montebourg qui avait négocié, a été imposée par Bruxelles, comme à tous les pays en difficulté, pour déréguler les professions réglementées. Le dispositif actuel dit El Khomri est un dispositif imposé aussi par Bruxelles dans ce cadre-là. Donc c'est une évolution globale d'une convergence économique qui doit ensuite donner naissance à une convergence budgétaire et j'espère fiscale pour stabiliser un peu mieux la zone euro. La France se rapproche-t-elle d'un système allemand par ce projet de loi et est-ce consciemment non, il n'y a pas de gouvernement et des Français? Ouais, le système allemand, c'est une réforme dite, enfin vous avez dû étudier, j'imagine, dite Harst et Schröder, du nom du ministre du Travail et du chancelier de l'époque. Mais je ne pense pas que sur la méthode, on peut retenir le parallélisme avec l'Allemagne, puisqu'en réalité, ce qui se passe est à l'opposé de ce qu'avaient fait les Allemands. Les Allemands, à un moment, sont aperçus, ils étaient en grande difficulté. C'est là un très gros problème de compétitivité de leurs entreprises. Donc, ils ont mis autour de la table les acteurs gouvernementaux, le gouvernement fédéral et les Länder, les partenaires sociaux, mais des syndicats beaucoup plus représentatifs, beaucoup plus puissants que les nôtres, et ils ont un héritage historique issu de la guerre, qui fait qu'ils apprennent la lutte contre l'inflation et la lutte contre la dette, comme ils apprennent la grammaire, les mathématiques ou l'orthographe, mais ils apprennent également le consensus social lorsque l'intérêt général est en jeu, qui les amène à se mettre autour de la table et définir des politiques partagées. Et donc il y a eu une politique partagée, portée par la gauche au pouvoir à l'époque. Schröder était SPD, avec les organisations syndicales et le patronat, où ils ont dit notre problème étant la compétitivité pour gagner des parts de marché à l'extérieur, gagner des parts de marché notamment en Chine, en Asie, sortir du lien trop étroit à l'intérieur du marché européen. Il faut bloquer les salaires et il faut faire une baisse du coût du travail suffisamment significative pour obtenir un rebond. Ils l'ont fait, et quand vous regardez l'évolution des courbes salariales entre la France et l'Allemagne, vous verrez l'augmentation française avec ses figures indiciaires traditionnelles et la stabilité de la courbe allemande, et vous verrez ensuite la situation budgétaire, la situation de relance de la compétitivité, le solde du commerce extérieur, et vous verrez l'effet de ciseau terrifiant entre le rebond économique allemand et l'enfoncement progressif ou l'enlisement progressif de la situation économique française. Donc c'est bien le fruit d'un consensus, y compris d'un consensus politique. En France, rien de tout cela. Une fuite dans la presse nous annonce un texte dit El Khomri, du nom de la ministre du Travail, qui a du mal à faire la différence entre un CDD et un CDI, et qui va porter devant l'Assemblée nationale un texte aussi important, aussi exigeant et aussi difficile. Et je suis relativement inquiet pour elle, car je ne suis pas certain d'ailleurs, on est en train de débaptiser cette loi pour l'appeler loi travail, pour justement la neutraliser, lui donner un aspect un peu moins personnalisé, individualisé, et le tout dans un contexte où les syndicats montent au créneau sans connaître précisément le texte, dont on nous dit qu'il va être corrigé, mais en même temps maintenu, et que le calendrier parlementaire fait que le texte devra être voté d'ici le printemps, si j'ai bien compris, et avec pour force d'appoint, une fois encore, l'espoir que le centre et la droite contribueront à accompagner un texte d'intérêt général, car sinon il n'est pas certain, alors aujourd'hui, qu'il y ait une majorité de gauche pour voter un texte de cette nature. Je le dis avec fantaisie, mais c'est pour à suivre ce sujet. Ah voilà, à la pointe du progrès, dans la capacité de diffuser les images. Vous évoquiez tout à l'heure le secteur de l'agriculture. Le salon de l'agriculture fait ressortir ces derniers jours la précarité, la peur pour l'avenir. La situation agricole aujourd'hui est extrêmement complexe. Quelles actions pensez-vous qu'il faille mener? Tendre vers une agriculture plus libérale, se concentrer sur l'action locale, comme vous l'évoquiez lors de votre rencontre avec les agriculteurs de l'Aube en juillet 2015? Je pense que sur ce sujet, comme sur tant d'autres, il faut penser global et agir local. C'est incontestable. Le problème de l'agriculture française est un drame
terrible, car c'est un élément de la puissance française dans le Conseil économique international. Jacques Chirac, à l'époque, il y a une trentaine d'années, parlait du pouvoir vert, ce que les Américains ont appréhendé, ce qu'une bonne partie aussi des pays sud-américains ont appréhendé, et que la France a soutenu, accompagné, il faut le dire, avec beaucoup de force dans les négociations européennes, mais il y a un point de bascule en 1993 avec la réforme de la PAC, qui a été le début d'un processus de déstabilisation profonde du modèle économique agricole, qui fait qu'une bonne partie de nos agriculteurs, quelle que soit leur activité, qu'ils soient céréaliers, qu'ils soient éleveurs, qu'ils soient de petites exploitations, de grandes exploitations, quelles que soient les filières d'élevage ou de production, se sont retrouvés dépendants économiquement mensuellement plus de subventions que de la réalité du prix de leur effort et de l'évolution du prix du marché dans un marché mondial qui s'est ultra libéralisé, où le prix des matières premières est même devenu spéculatif et sur lequel on n'a plus de prise. Donc c'est un débat européen. Nos partenaires européens doivent comprendre l'importance pour la France de notre agriculture et doivent comprendre dans leur propre intérêt l'importance de conserver une agriculture européenne forte. Et plus de 40% de l'agriculture européenne repose aujourd'hui sur les épaules des agriculteurs français. Donc c'est vraiment un drame européen qui est en train de se dérouler sous nos pieds. C'est la raison pour laquelle on doit apporter notre soutien plein et entier à nos agriculteurs. Il faut mener un front très fort au niveau de la Commission de Bruxelles pour qu'à l'échelle mondiale, nos éleveurs soient protégés, mieux protégés et mieux défendus. C'est un combat qui n'est pas qu'un combat pour les agriculteurs, c'est un combat pour notre économie, au premier rang desquels, sur le plan du solde extérieur, se trouve notre filière agricole dans toutes ses dimensions. On a un savoir-faire, une qualité, une puissance, une qualité de terre et une capacité de transmission de ce savoir-faire que l'on est en train, malheureusement, progressivement de mettre en danger à raison, évidemment, du poids des charges considérables, et ça a été certainement mal calculé, mais à raison également de la dissuasion qui est en train de se mettre en place pour des jeunes de rentrer dans ces filières-là, compte tenu du fait qu'ils gagneront trop peu d'argent par rapport au temps consacré. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de concentration d'exploitation et que vous avez aujourd'hui un effet masse qui ne suffit même plus dans ce concert international. Vous rajoutez la situation ukrainienne, l'embargo russe, le coût que ça représente, à peu près 800 millions de mémoire d'euros de manque à gagner, les marchés qui sont conquis par les Sud-Américains, le Brésil, l'Argentine, et lorsque ces marchés sont conquis par ces pays, notamment en Russie, qui est une zone de développement très large de nos activités de production, pour les récupérer derrière, c'est un gros travail diplomatique. Donc on a failli à beaucoup de niveaux, dans beaucoup de secteurs. Il y a ce sentiment d'abandon qu'il faut corriger au plus vite. Vous parlez d'un soutien nécessaire aux agriculteurs français, mais concrètement par les faits, comment peut s'illustrer ce soutien selon vous ? Alors déjà, nous, à l'échelle locale, on peut favoriser l'accès à des marchés locaux dans la commande publique. On peut par exemple imaginer modifier les textes actuels sur, en quelque sorte, une préférence de produits européens qui se justifie à raison de la qualité sanitaire, de la qualité de la traçabilité et de la production. Et de ce point de vue, le cadre juridique n'est pas suffisamment ouvert pour permettre aux collectivités territoriales de travailler en toute certitude juridique sur des sujets de cette nature. Au titre de l'AMF, nous avons demandé une mobilisation forte pour qu'il y ait un fléchage particulier, et que par exemple pour les cantines scolaires qui représentent un débouché majeur, mais aussi dans les hôpitaux, tout ce qui dépend de près ou de loin de la commande publique, et donc de la puissance publique, il y ait la possibilité d'avoir des marchés affectataires dans le respect du droit européen. Moi j'étais pour, par exemple, que le gouvernement français prenne la tâche du président de la Commission de Bruxelles, de la commissaire européenne en charge de la concurrence, pour qu'il y ait un moratoire de l'application d'un certain nombre de directives à raison de l'embargo russe sur les produits européens. Je ne vois pas pourquoi on aurait la double peine, une situation diplomatique complexe, un embargo qui ne nous permet pas de préserver nos marchés, et enfin une situation concurrentielle qui ne favorise pas l'équilibrage de la diffusion de ces marchés. Voilà quelque chose qui, à court terme, pourrait donner un bon bol d'oxygène à nos agriculteurs. Très bien. Donc, puisque vous parlez d'une politique locale très forte, vous avez compris votre implication nécessaire au niveau des communes. Vous êtes depuis novembre 2014 le président de l'Association des maires de France, AMF, et depuis 1995 le maire de Troyes. Vous accordez donc à la commune un rôle absolument essentiel.
Pourtant, le système de communes français est-il absolument d'actualité aujourd'hui? Il est contesté à l'international. La mode est aux associations de communes, par exemple, très nombreuses. Faudrait-il revoir le modèle, notamment représentativité géographique, l'histoire d'un pays dans sa géographie, la géographie de notre pays porte sur 36 000 communes. Il faut l'accepter, l'admettre et l'accompagner. Ce que nous faisons, oui, vous avez raison, le fait intercommunal est un fait qui se développe. Oui, la coopération entre les communes, elle se développe et on n'a pas attendu l'État ni Bruxelles pour le faire, puisque les structures intercommunales existent depuis les années 70. Cas un cas, avec plus ou moins de succès, mais en réalité c'est un fait qui est déjà très important. Regardez comment ça se passe à Lyon, Lyon, puis le Grand Lyon. Au passage, félicitations pour l'OL, la très belle victoire. C'était absolument magnifique. Et pour naturellement les jeunes femmes qui ont regardé le match de foot, le but de Darder restera dans les annales, parce qu'un sombrero sur Thiago Silva et ensuite un coup de extérieur droit sur Trapp, c'était un but magnifique. Je le dis parce que pour ceux qui seraient tentés de poser une question sur les stacks après notre échange sur le club de foot de Troyes, vous avez constitué de je n'y répondrai pas par avance, donc merci de votre compréhension. Parce que j'étais vraiment content pour vous. Mais, et pourquoi je dis ça? Parce que le nouveau stade est propriété d'un club de foot. Voilà une gestion intelligente d'une ville, d'une métropole, qui s'est développée en métropole, qui avait un actif, un patrimoine. Ce patrimoine était le bien de tous les contribuables lyonnais et du Grand Lyon. Il y a eu une offre, le club a pu porter... ouais, c'est l'OL, hein, c'est pas un joueur de l'Estac, vous avez été bien élevé, gentil et même. Et ils ont accepté de vendre. Voilà un élément de gestion qui montre qu'en étant pragmatique, on peut faire rentrer des recettes de manière intelligente sans altérer en profondeur un projet d'intérêt collectif. Donc ce fait intercommunal se développe, les communes nouvelles se développent, la coordination et la mutualisation aussi, les sources d'économie également. Aucun maire de France, quelle que soit sa taille, ne souhaite souhaite participer évidemment à la contribution naturelle de la réduction du déficit public, mais ce que nous contestons profondément, c'est l'intensité de l'effort, c'est le calendrier de l'effort et c'est la disproportion de l'effort. Ce sera le dernier chiffre que je donnerai. Notre problème, c'est notre dette. On est à 2100 milliards de dette publique. 80% de cette dette est de la responsabilité de l'État. 10% de cette dette est de la responsabilité des collectivités locales. Moins de 10% de la sécurité sociale, et à l'intérieur des 10% des collectivités locales, 4,5% sont de la responsabilité des communes et des intercommunalités. Et ça nous fait porter 25% de l'effort de réduction de déficit en 3 ans, c'est intenable, et c'est surtout inacceptable. Doit-on comprendre que pour vous, alors effectivement, le modèle des communes françaises aujourd'hui est obsolète ou non? Alors non, alors ça, si vous comprenez ça, c'est que je me suis très mal exprimé, je m'excuse. On doit comprendre que nos communes, c'est notre identité, que nos élus locaux constituent à la fois une garde nationale protectrice pour les publics les plus fragiles, essentiellement les personnes âgées qui vivent dans ces communes, que ce sont des gens qui ne coûtent pas très cher, qui sont ultra disponibles, qui ont chevillé au corps et à l'âme le sens de l'intérêt général, qui sont tout à fait progressistes, qui vont de l'avant, qui travaillent sur le développement intercommunal, qui sont des gestionnaires, qui prennent des risques, qui développent leur territoire, ils savent faire, et l'État doit faire confiance à ses élus, et le pacte de confiance qui doit exister aujourd'hui est altéré en profondeur par un sentiment d'avoir au fond été floué, et on nous a menti en quelque sorte, puisqu'on ne nous a pas dit la vérité avant les élections municipales. Et les élus seront des acteurs de reconquête économique à la condition qu'on leur permette de préserver une forme d'investissement. Car notre modèle économique, vous avez dû le voir à l'OM aussi dans vos cours de macroéconomie, c'est un modèle qui repose sur la consommation et sur l'investissement. La consommation, c'est un point. L'investissement, il y a le privé et le public. Dans le privé, il y en a quasiment plus depuis 3 ans. Et dans le public, l'État n'investit plus, il n'y a plus que les collectivités locales. 60% de l'investissement public sont portés aujourd'hui par les collectivités locales et par les communes en particulier. Or, on estime à 30% en moins d'ici 2017 par rapport à 2014 le volume d'investissement en moins pour notre pays. Donc ça va chiffrer en dizaines de milliers d'emplois disparus et en point ou en demi-point ou en point presque complet de croissance en moins. Donc les enjeux sont majeurs et nous sommes les acteurs du rebond économique à la condition qu'ils nous en donnent les moyens. On va maintenant aborder un sujet qui nous tient à cœur, c'est le concept de la laïcité. C'est un sujet qui est là aussi très clivant, même au sein de l'Association des maires de France.
On a eu l'exemple de la présence ou non des crèches dans les mairies, de repas halal ou kasher dans les cantines des écoles de la République. Selon vous, jusqu'où faut-il aller en termes de laïcité? Et ne pensez-vous pas qu'une laïcité poussée à l'extrême n'est-elle pas un risque, n'est-elle pas plus source de tension que d'apaisement? Non, la laïcité ne peut pas être qualifiée. Elle ne peut pas être relative, elle ne peut pas être extrême, elle ne peut pas être positive, elle ne peut pas être négative. La laïcité, c'est une valeur constitutionnelle. Notre République est laïque et s'appuie sur un texte qui lui-même a rang de valeur constitutionnelle, qui est la loi de 1905, et qui ensuite se décline dans sa traduction concrète dans la vie en commun. Il faut faire une différence entre la sphère publique et la sphère privée. En gros, la loi de 1905 et les législateurs de l'époque ont créé la séparation de l'Église et de l'État. L'État et ses dépendances se tiennent donc dans un pays comme le nôtre, dans une république comme la nôtre, à égale distance de chacune des religions, ne subventionne aucune religion, ne reconnaît aucune religion, ne privilégie aucune religion et n'en exclut aucune. Donc sa responsabilité dans la sphère publique, c'est de faire vivre ce principe exigeant de neutralité absolue. Alors ensuite, on est confronté avec le temps et l'évolution du temps à des problématiques, nous les maires, qui nous amènent à solliciter l'État sur les modalités d'application et essayer de lire les jurisprudences. C'est la raison pour laquelle le groupe de travail de l'Association des maires de France a travaillé sur de très nombreux sujets qui vont, comme vous l'avez dit, de la présence de signes religieux ostensibles dans les bâtiments publics, jusqu'à la problématique des repas dans les cantines scolaires, jusqu'à la problématique du financement d'associations qui ne respectent pas les principes de laïcité, de mixité, qui ne respectent pas le principe de la dignité de la femme. Et donc nous avons beaucoup de sujets à traiter. Si on prend les exemples qui ont surgi dans l'actualité sur la base du VADEMECOM que l'AMF avait proposé, la problématique des crèches, qui est un sujet qui a été relevé par quelques communes et sur lesquelles il est intéressant d'observer des jurisprudences contradictoires. Une crèche a été installée dans un conseil départemental en Vendée. Le tribunal administratif de ce département a dit c'est interdit. La cour d'appel a dit c'est autorisé. Et une semaine après cette décision de la cour d'appel, sur le même cas de figure, à Melun, cette fois-ci, c'était dans un bâtiment public, une commune, le tribunal administratif du département de la Seine-et-Marne avait donné son accord sur la présence de ce signe ostensible d'une religion dans un bâtiment public, mais la cour administrative d'appel, elle, a annulé. C'est-à-dire que sur le même sujet, on a eu 4 décisions opposées qui se sont croisées, pour lequel aujourd'hui le Conseil d'État est saisi et pour lequel l'AMF a sollicité le ministre de l'Intérieur pour demander une clarification juridique sur ce point. La question des cantines scolaires est une question également intéressante. Vous parliez des menus halal. Il ne peut pas y avoir de menus confessionnels. C'est la loi de 1905 qui ne permet pas d'avoir des menus confessionnels, c'est même interdit. Il n'y a pas de place pour la religion dans la nourriture. Je précise que la cantine scolaire n'est pas un service public obligatoire, c'est un service public facultatif. Les communes n'ont aucune obligation de garantir l'alimentation des enfants sur le territoire. L'alimentation, elle revient à la responsabilité parentale. Je vois mal des communes en situation de pouvoir le faire refuser de mettre en place ces services. Mais malgré tout, le cadre légal n'impose pas des sujets de cette nature. Et il a été proposé, effectivement, d'intégrer aussi la problématique de la sémantique sur ces sujets. Puisque le choix des mots oriente aussi vers un affaiblissement ou un coup de canif dans le contrat social qui nous unit à travers l'application de cette loi de 1905. Mais vous savez, on avait eu le même problème avec la loi sur le voile à l'école. Il se trouve que je suis l'auteur du rapport qui a donné naissance à la commission Stasi, et j'avais été le premier à demander à ce qu'il y ait une loi d'interdiction du voile à l'école. Pourquoi? Parce qu'à partir de 89, quand il y a eu la problématique de ces jeunes filles à Creil qui étaient arrivées voilées, aidées en cela par des gens qui voulaient utiliser un élément de leur religion comme un bélier pour enfoncer un pilier de la République, on a perdu 10 ans, on s'est interrogé, on s'est dit mais laissons le soin aux proviseurs de discuter, laissons au règlement intérieur à chacun des établissements de trouver les modalités de dialogue, d'accord. Et puis petit à petit, ce n'étaient pas 2 jeunes filles, mais 10, 20, 30 et encore plus dans plus grand nombre de lycées,
avec des proviseurs qui se sont trouvés au pied du mur de la responsabilité sans avoir la possibilité juridique d'assumer cette responsabilité. C'est la raison pour laquelle le législateur a appréhendé ce sujet, a eu un débat, la loi a été votée à l'unanimité. On nous avait expliqué que ce serait un désastre pour la première rentrée scolaire, qu'il y aurait des mobilisations, des manifestations un peu partout, que la rentrée scolaire ne pourrait pas se faire. Il y a eu 3 ou 4 cas, quelques traductions devant des tribunaux administratifs, et puis au final, la rentrée s'est bien effectuée, et plus personne n'imaginerait aujourd'hui remettre en cause cette loi, sauf à utiliser ce concept-là. Donc, vivre dans une république comme la nôtre, laïque, c'est aujourd'hui, par les temps incertains que nous traversons, probablement la meilleure des protections, et un modèle aujourd'hui qui, même pour des pays anglo-saxons qui n'ont pas le même modèle d'intégration républicaine, regarde avec intérêt cette modalité d'application d'une séparation stricte de l'État dans son domaine public et naturellement la protection que l'État doit accorder à chacun qui veut pratiquer son culte, son espérance, son ferveur. Et c'est aussi le rôle de l'État de favoriser la protection de la direction et l'application de ce culte et de cette croyance lorsque l'on a la chance de le faire. Mais justement, vous évoquez une jurisprudence foisonnante, parfois contradictoire, des longs termes sur les décisions. Est-ce que par là, la loi de 1905 et la valeur stricte qu'elle prône, enfin, comme vous entendez, qu'elle prône, n'a pas ses limites, n'est pas fluctuante? Est-ce que la frontière entre laïcité et acceptation de la religion n'est pas en constante évolution au cours du temps, notamment aujourd'hui où la question prend une proportion énorme à l'international? Je prenais l'exemple du débat qu'on avait eu entre 89 et 2004, c'est-à-dire entre le temps de latence qui a existé au moment des premiers événements médiatisés autour de la présence de jeunes filles voilées dans des établissements scolaires et la loi d'interdiction des signes ostensibles religieux à l'école a été votée, c'est-à-dire 16 ans au cours desquels il y a eu une politique d'arrangement, d'accommodement, d'acceptation, en se disant c'est pas très grave, ce sont des petits coups de canif, mais on a un cadre général qui nous permettra d'un peu mieux vivre. Je pense, puisque vous m'interrogez personnellement, je pense qu'il faut en revenir au principe d'application et que la loi de 1905 ne doit pas être touchée, parce que tout a été dit. En réalité, cette loi, c'est la traduction de plusieurs siècles de débats qui ont été difficiles et exigeants entre les églises et l'Église d'une part, et l'État et la responsabilité politique d'autre part. Je pense que ce point de stabilité est un point de sagesse, qui est le fruit d'une longue histoire, d'un vieux pays qui a su apprendre à dominer et à maîtriser, à appréhender avec respect sa part de responsabilité. Aujourd'hui, je pense que quelle que soit l'évolution, les tourments, l'instabilité au Levant et évidemment le développement du terrorisme, de la radicalisation d'un certain nombre de nos quartiers, je pense que la stricte application de la loi de 1905 est la meilleure des protections pour chacun des cultes. Sauf que dans le débat politique, c'est exploité à des fins parfois politiques. Certains utilisent cette loi de 1905 comme un bouclier anti-islam, et c'est vécu par certains musulmans comme une déformation de l'esprit laïque. Donc c'est la raison pour laquelle, au contraire, il faut revenir à l'esprit initial, appliquer un principe simple, et lorsqu'il y a des incertitudes, que la plus haute juridiction administrative nous dise précisément quel est le cadre d'application. On parlait des crèches dans les bâtiments publics, on ne parle bien que des crèches dans les bâtiments publics. Personne n'imagine remettre en cause notre longue histoire judéo-chrétienne avec cette France recouverte d'un long manteau d'église, d'ailleurs qui par la loi de 1905, patrimoine religieux devenu patrimoine national. Les cathédrales sont financées et réhabilitées par l'État, les églises sont financées par les contribuables communaux, donc nous sommes aussi les protecteurs des éléments d'édifices religieux. Personne n'imagine remettre en cause ces siècles de tradition. Vous avez des canons, des Christ à la croisée, des chemins missionaux qui vous emmènent sur des lieux qui font aussi l'identité de notre pays. Et personne n'imagine remettre en cause les éléments protecteurs de tout cela, y compris la symbolique de fêtes de fin d'année, de sapin de Noël ou autre. On parle bien de la neutralité de l'espace public. Car si vous mettez le doigt dans un engrenage sur un sujet, vous risquez de mettre le doigt dans un engrenage sur d'autres sujets. Et nous avons besoin d'une stabilité juridique. Alors il peut y avoir sur certains points, en effet, des besoins de clarification. Et c'est ce que nous souhaitons.
pour que chacun ait la même politique et ne vive pas avec les mêmes incertitudes d'application du droit, mais il n'y a pas pour cela besoin de modifier la loi de 1905. Mais d'un point de vue très pratique, même avec l'application de la laïcité, on peut assez facilement, entre guillemets, demander à une jeune fille, lorsqu'elle rentre à l'école, d'enlever son voile et le remettre en sortant de l'école. Mais pour ce qui est des repas, c'est compliqué de ne pas proposer de menu alternatif. C'est compliqué de demander à de jeunes enfants de ne pas manger, parce que même si c'est un établissement public, s'ils n'ont pas de menu alternatif, on ne va pas leur demander de ne pas se nourrir. Vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas un service obligatoire pour les communes. Certains enfants ne vivent pas près de l'école, et pour des normes sanitaires, il n'est pas toujours évident de ramener sa nourriture sur l'école. Non, alors nous, le groupe de travail au sein de l'Association des maires de France a proposé de changer la sémantique et effectivement d'être dans des menus diététiques. Comme ça, quand on parle de diététique, c'est-à-dire la qualité de la croissance de l'enfant, on est dans la mission de service public d'accompagnement des familles qui payent, en tant qu'usager d'un service public facultatif. Une fois encore, je crois que c'est important de le rappeler, parce que souvent il y a des confusions, donc c'est pas un droit, c'est une prestation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et dans cette prestation, ce qui est important dans l'alimentation, c'est de bien se nourrir dans une république laïque et dans un État laïque. Ça n'est pas tellement de rentrer dans des difficultés d'application, et ça n'est pas à l'école laïque et républicaine de rentrer dans le débat religieux. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission. La sphère privée le fait, et les hommes et les femmes d'église le font également, c'est leur responsabilité. Et ce n'est pas la responsabilité des élus de garantir cela dans les menus. Voilà. Donc des menus diététiques ou végétariens permettent d'avoir une offre de choix diversifiée qui permet à chacun de s'y retrouver selon sa propre terminologie et ses propres objectifs. C'est de l'ordre de la sphère privée que de s'occuper des questions religieuses. Pourtant, ça devient de l'ordre de la sphère publique que de déradicaliser, excusez-moi. Depuis un peu plus de 2 siècles maintenant. Donc on doit garantir la protection dans l'intimité de la sphère privée. Qu'il y ait ensuite des débats dans la sphère publique et que ça existe, c'est un constat d'évidence, c'est une réalité. La loi, elle est assez précise. Toutes les manifestations de cette nature sont possibles à la condition que ça ne menace pas l'ordre public. Il est incontestable que des actes de terrorisme menacent l'ordre public, donc sont tout à fait incompatibles avec la loi, son application. Donc qu'il y ait une organisation globale de la part de l'État avec les collectivités locales de lutte contre la déradicalisation qui est en train de se développer, c'est vrai dans les mosquées. Mais est-ce que les mosquées sont aujourd'hui des centres de recrutement de radicaux potentiels pour commettre des attentats au nom d'un dévoiement d'une religion qu'ils prennent en otage pour des crimes odieux et qui n'ont pas d'autre nom et d'autres termes que de les faire sortir du champ de l'humanité? De mon point de vue, est-ce que ça ne se passe pas plutôt sur Internet? Est-ce que ça ne se passe pas plutôt sur une organisation internationale? On a tout cela à appréhender en même temps. Il faut la surveillance, évidemment, des cultes qui sont sur la place publique. C'est la surveillance des services, par les services des réseaux Internet. Et c'est la surveillance aussi des groupes ou de jeunes qui peuvent basculer. Et donc là, on a beaucoup à apprendre de pays qui sont un peu plus avancés que nous. En Europe du Nord, ils sont un peu plus avancés, mais je pense qu'on va rattraper ce retard. Je pense qu'on va peut-être être mieux à même d'organiser une lutte contre la radicalisation et une lutte pour la déradicalisation, sachant qu'il y a beaucoup de secteurs malheureusement dans lesquels ça se développe. La prison est un lieu, mais aussi quelques réseaux associatifs pour lesquels on a trop souvent fermé les yeux. Très bien. Nous évoquons donc la radicalisation, le départ de certaines franges radicalisées vers des pays en crise, vers la Syrie notamment. À l'inverse, se pose une question qui attise la peur, notamment au sein de nos communes aujourd'hui, la peur de l'arrivée de vagues de réfugiés qui fuient leur pays pour trouver secours dans notre laïcité, peut-être. Vous avez pour votre part déclaré le 8 septembre dernier, notamment au Point, ne pas vouloir accueillir des migrants à Troyes, je vous cite. C'est à l'État d'assurer l'accueil, la mise à disposition des moyens, négocier avec l'Europe des moyens financiers, proposer une méthode, des calendriers, des partenaires, une organisation générale. La situation de la France n'étant pour vous pas bonne économiquement, socialement,
La France n'étant pas en situation d'accueillir durablement des réfugiés, à l'encontre, vous disiez, de certains pays, comme plus supposément l'Allemagne, la Suède ou l'Autriche. Au vu des tensions ces derniers jours, au cours des négociations européennes, des portes fermées de certains partenaires, que pensez? Revenez-vous sur vos positions? Où en êtes-vous? Non, je ne reviens pas du tout sur mes positions et je vais les compléter parce que je n'ai pas fait une lecture totalement exhaustive de ces propos. Je vais rappeler que s'agissant évidemment des réfugiés de guerre, le principe d'humanité gouvernait tous les autres principes. Et ensuite, il s'agissait de se mettre en situation d'être lucide. La question syrienne et Daesh ne va pas se régler en 2 mois. Et que donc il faut être en situation d'accompagner dans la durée les personnes qui fuient la guerre, que nous avons le devoir d'accueillir, d'accompagner. C'est notre responsabilité, pas uniquement parce qu'on est le pays qui a donné la déclaration des droits de l'homme au monde entier, et certaines idées justement de la dimension de la liberté individuelle, mais parce que c'est un principe constitutif de notre identité. Quelqu'un qui tombe à la mer, on l'accueille. Quelqu'un qui fuit la guerre avec ses enfants dans les bras, on l'accueille. Mais ensuite, on doit être en situation de l'accompagner, car malheureusement, on ne l'accompagne pas et on ne l'accueille pas pour 2 jours ou pour 3 jours. On va l'accompagner pour 1 an, pour 2 ans, peut-être plus longtemps, peut-être même pour une insertion durable. Donc les gens qui fuient la guerre, que ce soit les exactions en Somalie, en Érythrée, ou que ce soit évidemment en Syrie, en Irak, et qui passent par la Grèce ou par l'Italie à raison de la géographie et ensuite arrivent en Europe, doivent être accueillis. Ensuite, comment peut-on le faire ou comment doit-on le faire et qui doit le faire? C'est une mission régalienne. Une mission régalienne, ça veut dire que c'est à l'État d'appréhender cette politique globale. D'organiser sur le territoire ces politiques d'accueil. On a beaucoup de retard par rapport au nombre de personnes qui viennent sur notre territoire. La situation troyenne, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, est une situation d'une des rares villes en France, il n'y en a pas plus de 100, qui accueille durablement et depuis de très nombreuses années tous les demandeurs d'asile du monde entier qui viennent. Nous avons été l'une des villes qui a le plus accueilli les Kosovars au moment de l'explosion et de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Certains sont encore là, 10 ans ou 15 ans, et nous les accompagnons dans la durée. Mais nous ne sommes pas Lyon, nous ne sommes pas Lille, nous ne sommes pas Paris, nous n'avons pas les infrastructures. Et quand vous avez vos infrastructures déjà très importantes, qui sont saturées pour des demandeurs d'asile, vous mettez les nouveaux demandeurs d'asile dans des centres d'hébergement qui ont d'autres missions. Et puis lorsque ces centres d'hébergement qui ont d'autres missions sont saturés, vous accompagnez et vous réquisitionnez des hôtels avec des chambres, et vous placez ces gens pour les accueillir, offrir le gîte, le couvert, la chaleur humaine et l'accompagnement. Mais quand vous ne pouvez plus, vous demandez à l'État, ce qui est bien normal, d'assumer son rôle. Et l'État doit assumer ce rôle. Alors est-ce qu'il le fait bien? Il essaye, et je ne nie pas la bonne volonté du ministre de l'Intérieur et des plus hautes autorités de l'État pour essayer de coordonner à l'échelle européenne ce dispositif. Il faut reconnaître que la politique allemande, de ce point de vue, ne peut pas être la politique française. L'Allemagne a un mur social à franchir sur le plan démographique. L'Allemagne est en plein emploi. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. Et l'Allemagne a besoin d'avoir des travailleurs pour avoir des cotisants qui financeront ensuite les retraites, puisque la société allemande vieillit. Donc l'Allemagne peut accueillir 1 million de personnes. La France ne peut pas accueillir 1 million de personnes. C'est donc bien à l'échelle européenne qu'il faut appréhender cela. Et à l'échelle européenne, des critères sont actuellement en discussion pour intégrer les paramètres de bonne santé économique, de niveau d'emploi et de capacité d'accueil. Ce qui se passe à l'échelle européenne dans la répartition des réfugiés de guerre doit pouvoir s'imaginer à l'échelle nationale dans la répartition dans les territoires qui peuvent un peu mieux accueillir que d'autres. Mais je n'ose plus vous citer, mais vous pointiez du Non, doigt... non, mais ne vous interdisez pas de prendre auprès des bons auteurs des choses qui vous inspirent. Vous pointiez du doigt la situation de Calais. Comment envisagez-vous l'après-Calais, puisqu'il s'agirait de démanteler maintenant cette place? Franchement, moi je suis allé à Calais. J'ai passé plusieurs heures avec les élus de Calais. Je vais rendre hommage à la maire de Calais, à son équipe municipale, qui pendant des mois et des mois ont soutenu, accompagné, mis en place des dispositifs d'accueil, d'accompagnement de ces gens qui fuient la guerre. Je le dis, hein, c'est vraiment un éveil de conscience. L'immense majorité des gens qui viennent sont des gens qui ont fui la guerre. Mais l'immense majorité des gens qui sont à Calais ne veulent pas rester en France.
Ils veulent aller en Grande-Bretagne. Donc Calais est devenu en fait comme un hotspot, la frontière extérieure de la Grande-Bretagne. Donc on est confronté à un double problème, la qualité de l'accueil, et honnêtement la qualité de l'accueil à Calais, que l'on appelle jungle, mais pareil, on se fait piéger par les mots, c'est une lande. C'est pas une jungle, c'est indigne de parler de jungle lorsque vous avez des êtres humains qui y sont. C'est une lande avec une géographie où on a laissé malheureusement s'accumuler dans des taudis des personnes qui étaient déjà dans la misère. Et on aurait dû réagir plus tôt et plus vite. On aurait dû écouter les élus de proximité qui très tôt ont dit il faut mettre en place des dispositifs d'accueil pour protéger les enfants, pour protéger les mamans, pour faire en sorte que les associations puissent travailler durablement et dignement. Donc ce que fait le gouvernement, nous le soutenons. Ce que fait l'État aujourd'hui, nous le soutenons. Il vaut mieux avoir un dispositif, puisqu'on sait qu'il est durable, accueillant et mieux réparti à l'échelle du territoire. J'ai dit la solidarité des communes de France à l'égard du maire de Calais, et j'ai d'ailleurs dit que même si nous sommes en difficulté, de temps en temps, ponctuellement, pour aider au désengorgement de la situation de Calais, on puisse se mettre tous ensemble à mieux coordonner à l'échelle des communes, aux côtés de l'État, sous son autorité, cette politique-là. Maintenant, ce qui se passe à Calais, en réalité, se passe sur toute la côte de Pâle, sur la Dunkerque. Vous avez maintenant, aujourd'hui, des difficultés. Les pays qui se réduisent. La position belge sur la fermeture de ses frontières est une position qui interpelle. De même que la position allemande a interpellé au moment où, en une semaine, on a un discours sur le thème les migrants doivent être accueillis, et une semaine plus tard, les migrants ne peuvent plus être accueillis en rétabli Schengen dans des conditions où juridiquement on peut s'interroger aussi sur la manière dont ces frontières ont été rétablies. Donc bref, je crois qu'il est urgent vraiment d'appréhender ce problème à la mesure de la dimension actuelle, mais à la mesure de la dimension qui nous attend. L'année 2016 est une année, on le sait, où il y aura encore plus de migrants à l'échelle européenne, et il faut que l'accord avec les Turcs tienne, et il faut faire bouger les Britanniques, pas uniquement sur le Brexit, mais sur cette question de leur responsabilité comme pays qui est un pays attractif pour des gens qui veulent aller en Angleterre. Monsieur Baron, merci. Avant les questions du public et après ces sujets sérieux, on va avoir une petite respiration un petit peu plus légère par le biais de flash questions. Normalement, j'ai 2 collègues qui devraient arriver sur scène, si elles ne me laissent pas tout seul. Voilà. Passer à une série de questions qui vont être courtes et beaucoup plus légères. Donc je vais commencer sans plus attendre. Monsieur Barin, si je vous dis Juppé ou Copé? Ah, Juppé. Je vous dis Sarko ou Fillon? Non, j'ai servi les deux. Non, ça c'est plus... Non, honnêtement, j'ai du respect pour les deux, et je ne m'excuse pas, moi, contrairement à certains de mes anciens collègues, d'avoir participé à une œuvre de redressement de notre pays. Maintenant, côté foot, Valbuena ou Benzema? Alors ça c'est dangereux pour ceux qui vont faire Twitter, parce que la question c'est sur le joueur ou la question sur leurs mœurs et leurs habitudes. Donc je vais me limiter pour bien périmétrer ma réponse sur le joueur, et au fond, et tout compte fait, je préfère Valbuena quand même. Blonde ou brune? On va s'arrêter, et je vais périmétrer là encore ma réponse effectivement sur les bières, parce que c'est par vos pratiques quotidiennes, si ce n'est pas horaire à l'Union, ce sera une blonde. Et je suis désolé. Maintenant, si je vous dis ski ou snow? Ski malgré tout. Non, parce que le snow, il faut un truc pour les poignets, les dorsales, enfin bon. Si je vous dis les tuches ou les Yellow Rooms? Alors je vais voir les deux. Franchement, je vais voir les deux. Mais j'adore Jean-Paul Rouve. J'adore Jean-Paul Rouve.
Maintenant, si je vous dis 2 ou 3, Super peu de blague. 3, monsieur. Je vous félicite. 3, on prenait 3. Assas ou le Amiens? J'avais critiqué, là c'est pas facile ce que vous me demandez. Assas. Assas, parce que il y a pas mal de gens qui sont dans cette salle qui ont fait Assas avant et qui en sont très fiers, qui ont été bien formés. Mais au final, moi j'aurais adoré être à l'EM Lyon. maintenant, côté look, plutôt parka rouge de Vauquier ou chaussettes rouges de Fillon. Non, rien de rouge, non. Rien de rouge de tout ça. On n'est pas obligé de choisir. Non, aussi. Du coup, côté foot, plutôt Stade de l'Aube ou Parc des Princes? Stade de l'Aube, sans hésiter une seconde. Et enfin, plutôt kebab ou caviar? Ok. Je pense kebab, c'est plus adapté à l'évolution de la situation économique, encore que sur le caviar. Le caviar est en train de se démocratiser parce que la France et beaucoup de pays européens font du caviar, donc je pense que c'est un produit dans 2-3 ans qui sera vraiment plus que un produit de luxe. Sans être un produit de première nécessité, il sera un produit super accessible et qui ira probablement dans les ventes de kebab. Je crois qu'on a parlé de... On va aller sur ce secret. Et enfin, une dernière question. Côté rap, plutôt Ayem ou Nekfeu? Alors ça, c'est une super question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, Nekfeu, c'est l'enfant d'Ayam 20 ans plus tard. Nekfeu, je crois qu'il est grec d'origine. C'est un poète, il a un talent d'écriture, et c'est un mélomane, comme Ayam, il y a une vingtaine d'années, était probablement celui qui disait mieux ce qu'il y avait de la société française, et qui veut comprendre aujourd'hui la société française. Et sur 2 générations d'écart, doit écouter Ayam, doit écouter Nekfeu. Est-ce qu'il y a une chanson que vous préférez, d'Ayem notamment? Oui, parce que oui, bien sûr, je m'étais fait piéger une fois à la radio, je ne me suis pas piégé 2 fois, mais voilà, pour moi, l'album référence dans le rap français de ces 25 dernières années, c'est L'école du micro d'argent. Rien, je suis Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer aux questions du public. Un micro va passer parmi nous. C'est quand même vraiment plus sympa de parler de rap que la loi de 1905. Une première question. Le micro arrive. Bonjour M. Barran, vous avez évoqué tout à l'heure les réformes de l'actuel gouvernement. Putain, la vache, je vois bien. Alors, je ne comprends pas. Dès que je me rapproche. C'est bon? C'est bon, là, vous m'entendez? Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure les réformes de l'actuel gouvernement et vous avez dit que c'était des réformes plutôt pragmatiques qui visaient à répondre aux exigences de Bruxelles, plutôt que se voulant d'un mouvement socio-libéral. Et pourtant, vous avez admettez en fait que Bruxelles a un très fort impact sur les décisions prises par le gouvernement. Et pourtant, vous avez proposé en même temps une mesure qui serait à l'encontre de l'Europe, enfin des traités européens, notamment le système de préférence pour les produits français. Donc on peut penser que cette mesure est plus une simple promesse qu'une véritable, qu'une véritable mesure qui pourrait être concrète. Et cela pourrait représenter en fait une limite des politiques actuelles. Donc pensez-vous que les hommes politiques français et les hommes politiques en général ont encore aujourd'hui un pouvoir de décision, sachant toutes les influences qu'ils subissent quotidiennement? Il y a plusieurs poupées russes dans votre
questions. Je vais prendre les deux plus importantes. La première sur ce qu'il faudrait faire à l'échelle européenne, et c'était en réponse à la question comment aider notre agriculture. Je pense qu'un chemin est possible, et c'est pas contre l'Union européenne ou contre la Commission, de discuter avec la Commission, de discuter avec la commissaire européenne, pour voir, lorsqu'il y a une situation diplomatique exorbitante du droit commun, exemple un embargo d'un très grand pays comme la Russie contre les produits européens, comment, dans cet intervalle, mettre entre parenthèses le cadre strict de la direction libérale de la concurrence sur le secteur de la commande publique, pour l'alimentaire comme pour le reste. Voilà précisément ce que je dis. Donc, il n'y a rien d'anti-européen, il n'y a rien d'anti-libéral, c'est juste du pragmatisme adapté à la situation. Ensuite, le social-libéralisme, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je crois comprendre que c'est une appellation nouvelle pour donner du sens à une politique qui rassemble pêle-mêle de Macron jusqu'à Hollande en passant par Valls, puisqu'ils ont tourné le dos à la social-démocratie, car la social-démocratie développée sur le plan économique, en réalité, c'est de la relance keynésienne par de la dépense publique, quel que soit le niveau de déficit et quel que soit le niveau de dette. Ils ont tenté de le faire en début de mandat, ils ont arrêté parce que là, effectivement, Bruxelles est intervenu pour leur dire vous ne pouvez pas. Et ça répond précisément à votre deuxième question. Quelle est au fond la liberté, la marge des politiques dans un contexte extrêmement serré sur le plan de l'endettement et des déficits? Je pense que pour un ménage, comme pour une entreprise, comme pour un État, plus vous êtes endetté, plus vous dépendez de ceux qui vous prêtent de l'argent, moins vous avez d'autonomie et plus vous avez perdu votre souveraineté. Donc la reconquête de la souveraineté nationale, donc des choix des politiques, sera évidemment la reconquête de notre situation budgétaire et économique, d'une réduction du déficit public et de notre dette publique. Les deux sont liés, mais on a une période pendant un temps qui nous amène à dépendre effectivement soit des marchés financiers, puisque je vous rappelle 60% de notre dette publique aujourd'hui est placée sur les marchés financiers, c'est-à-dire des investisseurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont prêté de l'argent. Et je rappelle aussi que la France est le deuxième, voire premier emprunteur au monde en euros pour financer ses politiques publiques, puisque une bonne partie du traitement des fonctionnaires, des politiques publiques que nous portons, sont des politiques publiques à crédit qui font emporter sur les générations qui suivent une partie du confort actuel. Et donc on a ce devoir et cette exigence, me semble-t-il, d'avoir bien ça en ligne de mire sur tout ce qu'on sera amené à proposer politiquement au moment de la présidentielle. Oui, bonjour Monsieur Barois. Moi j'avais une question pour revenir sur la crise des migrants. Est-ce que aujourd'hui justement, comme la Grèce semble en difficulté, presque autant en difficulté que dans les plus sombres heures de la crise de l'euro, à la lumière de votre expérience pendant la crise de l'euro, quel est votre point de vue sur la situation actuelle de la Grèce par rapport à l'Europe sur le point de la crise des migrants? La Grèce, la malheureuse Grèce est plus ou moins dans la même situation qu'à l'époque. Moi, je faisais partie des négociateurs français sur le traité budgétaire et j'ai été l'un des négociateurs européens sur l'effacement d'une partie de la dette grecque pour la ramener à 120% de son PIB. On était je crois, fin janvier ou début février 2012. On est aujourd'hui en 2016. La situation est la même en pire, puisque la dette qui a été ramenée 4 ans plus tôt à 120%, je crois, est montée aujourd'hui à des proportions supérieures à 150%. Donc c'est une espèce de tonneau des Danaïdes. Et on a ce sentiment qu'on a un hausse de sable et évidemment rien de plus. Donc c'est vraiment très préoccupant. Et on rajoute à cela la situation géographique. Donc moi je reste partisan sur le plan économique évidemment du maintien de la Grèce dans la zone euro, car le message de la sortie d'un des pays est un message désastreux pour ceux qui nous ont prêté de l'argent. Et la France est en position de faiblesse puisque, comme je vous l'ai dit, la France est un émetteur important à l'échelle mondiale et a besoin des marchés pour financer ses politiques publiques. Et sur le plan de la question des migrants, je crois que c'est notre devoir d'être en situation d'aider. On ne peut pas laisser la Grèce seule dans son état d'incapacité, ce que l'on peut comprendre en termes humains, sur le plan militaire, sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'accompagnement. Et il faut d'urgence augmenter le nombre des effectifs européens au soutien des autorités grecques pour pouvoir gérer et atteindre les objectifs de la mise en place de ces centres d'enregistrement qui sont les hotspots. Et le partenariat que l'Europe noue avec la Turquie pour un coût de 3 milliards, dont une partie sera payée par les Allemands, doit être un partenariat qui doit s'établir aussi fortement et puissamment avec la Grèce et avec l'Italie. Ce qui n'est pas le cas, pas assez en tout cas.
Bonjour Monsieur Barrois. Sarkozy, Bonsoir. Cahuzac, Copé, Thévenoud, Balkany. Est-ce que vous partagez le ras-le-bol des Français vis-à-vis de toutes les affaires politiques dont on entend en permanence? Oui, alors il a été dit, je suis avocat et par ailleurs pénaliste, il m'arrive de faire un peu de pénal des affaires. Moi, en tout temps, tout lieu, toute circonstance, je suis attaché à un élément d'une liberté qui est une protection pour tous et pour chacun, qui est la présomption d'innocence. Voilà. Donc, je crois que là-dessus, pratiquer ce que je peux comprendre, hein, par amalgame ou addition un peu facile, c'est mettre dans le même lot des personnalités qui, pour certaines, ont été condamnées, pour d'autres, ont bénéficié de relax ou de non-lieu. Voilà, donc je me garderai bien de porter un jugement et j'aurai beaucoup de prudence dans l'expression collective d'un amalgame général, même si je mesure comme vous l'impact que peut avoir la récurrence de ces feuilletons judiciaires sur le moral des Français en général et sur, au final, la décision de ne plus faire confiance à tel ou tel. Tout à l'heure, vous avez mentionné la réaction, vous avez rapidement mentionné la réaction des syndicats face au projet de loi et à la future loi Al-Khomri. Et je voulais savoir justement comment vous envisagiez une possible recomposition, une possible redéfinition du rôle des syndicats pour avoir une meilleure entente, surtout sous un potentiel gouvernement de droite qui pourrait arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut même aller plus loin et raisonner en creux. Si c'était un gouvernement de droite qui avait proposé le texte El Khomri, est-ce qu'on n'aurait pas déjà 2 millions de personnes dans les rues? La violence et la virulence de la réaction syndicale sur l'annonce d'un texte qui n'était pas une information, qui était une fuite dans la presse, est quand même effectivement révélatrice de l'état d'esprit des syndicats qui, dans notre pays, sont très importants et très utiles à raison de leur rôle législatif, légal, dans le dialogue social. La question de leur représentativité est évidemment posée. Il y a des éléments dans le texte qui peut être interprété par les syndicats comme un élément d'affaiblissement de leur pouvoir. Donc il y a aussi une crispation par rapport à une partie de leur avenir. Moi, je suis attaché au dialogue social, je suis attaché à la présence des syndicats parce qu'il ne peut pas y avoir un pouvoir sans contre-pouvoir, ça n'existe pas. Sinon, c'est la loi du plus fort ou la liberté du renard dans le poulailler, donc c'est quand même très important. Et il serait préférable pour un pays comme le nôtre d'être un peu comme en Allemagne, c'est-à-dire d'avoir des syndicats plus puissants et moins contestés en interne comme ils avaient d'extérieur, et qui seraient donc, par conséquent, comme en Allemagne, plus réformateurs ou transformateurs de la société que contestataires ou donnant l'impression de se replier sur des positions qui parfois sont un peu passéistes et qui ne font pas toujours du bien. Ça, c'est un sujet qui devra être discuté. Je pense qu'on peut le mettre en débat au moment de la présidentielle. Je pense qu'on peut le mettre en débat avec les syndicats, quel que soit le syndicat, pour que chacun, au fond, travaille à livre ouvert devant les Français. Bonsoir, monsieur. Ah, pardon. Vous avez défendu tout à l'heure le besoin d'une flexibilisation du travail en France, telle qu'elle pourrait être faite aujourd'hui en Allemagne ou bien au Royaume-Uni. Et je voulais savoir si le futur qu'on propose aux Français, c'est à travers le détricotage du code du travail tel qu'on nous le présente, c'est aussi le nombre de travailleurs pauvres qu'on voit en Allemagne. Donc certes, ce ne sont pas des gens qui sont au chômage, mais ce sont des gens qui sont tout de même pauvres. Et peut-être le contrat à 0 heure également au Royaume-Uni, qui a une grande avancée dans la flexibilité, peut-être moins une avancée sociale et peut-être au contraire un recul. Non mais... Là aussi, je pense que comparer les modèles ou les systèmes trouve ses limites dans l'histoire d'un pays. L'histoire économique des États-Unis est une histoire qui n'a rien à voir avec notre modèle qui a additionné aussi des projets qui constituent une vertu. Le modèle social, il est assez vertueux. Je vais vous prendre un exemple. Au moment de la crise des subprimes et puis ensuite de Lehman Brothers, le système bancaire, interbancaire s'est crispé, s'est gelé, plus personne ne se prêtait, les États ont été obligés de pratiquer une relance keynésienne avec beaucoup de dépenses et ont injecté beaucoup de dépenses publiques pour soutenir l'activité économique. Les États-Unis ont dû avoir un impact de croissance de -5, -6, quelque chose comme ça. L'Allemagne devait être dans les mêmes proportions. La France a eu une récession de -3,6. Au cours de la même période, avec les mêmes politiques publiques de relance de l'activité économique par la dépense publique. Pourquoi? Parce qu'on a eu des amortisseurs sociaux et des minima sociaux qui ont été préservés et qui ont joué leur rôle de protection vis-à-vis de publics fragiles et de protection vis-à-vis d'un de nos moteurs qui était la consommation. Quand vous préservez les minima sociaux ou les amortisseurs sociaux, vous préservez un potentiel de consommation.
Quand vous préservez le potentiel d'indemnisation de salaire ou de traitement des fonctionnaires, vous préservez un outil de la consommation. Donc ce modèle, il a quand même quelques vertus, même s'il est très lesté. C'est non pas le modèle en lui-même qui est à remettre en cause, c'est l'affectation des recettes et la capacité de créer des richesses pour financer notre modèle. Notre modèle, il est intéressant, puis c'est le fruit de notre histoire, mais on n'a plus les moyens, on vit au-dessus de nos moyens, un modèle social constant. Exemple, si on veut conserver notre système de retraite par répartition, on ne peut pas rester à 62 ans. C'est impossible. Et si vous montez à 65 ans, voire 66 ans, ce qui ne serait pas choquant, c'est peut-être choquant de le mettre en débat comme ça ici à l'OM Lyon, mais c'est pas choquant, un débat global vis-à-vis de l'évolution démographique de notre pays. Certains pays l'ont fait, la frange supérieure en Italie, elle est aujourd'hui à 67 ans. En Allemagne, ils sont aussi autour de 67 ans. Et si vous déplacez le curseur de 62 à 66 ans, vous conservez l'avenir de votre système par répartition, donc un acquis social et un élément du modèle social, et vous réglez plus de 25% de vos problématiques de finances publiques à raison de la structuration des déficits publics au sein du modèle de la sécurité sociale. Donc vous voyez qu'avec un seul exemple, on est capable quand même de répondre à un élément d'histoire et un élément de préservation de l'économie. Bonsoir. Moi, ma question porte sur la politique nationale. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez évoqué tout ce qui a été fait au niveau des communes, les 36 000 communes. Voilà, merci. Et du travail, du dialogue qui a pu être mis en place entre la gauche et la droite. Ce dialogue il est intéressant, pour moi il est constructif. En Allemagne, on a un dialogue similaire au niveau national avec la coalition du cabinet Merkel 3. Qu'est-ce qui en France explique le fait qu'on n'ait pas ce dialogue? Que ce dialogue, il semble manquer de maturité. Oui, la question qui surgit derrière, c'est la question de la coalition, ce qui se fait par exemple entre le SPD et la CDU en Allemagne, ou ce genre de choses. Plusieurs choses l'expliquent. D'abord, l'Allemagne a un système institutionnel qui est différent, hérité de l'histoire et de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont une